Aujourd'hui, je reçois Ahmet Çetil, jeune franco-turc de 29 ans qui fait partie du mouvement ultranationaliste dit des loups gris. Il habite dans la banlieue lyonnaise. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, c'est pas vrai. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer, il va bien se passer. Ahmet Çetil, merci. J'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur la Turquie, la situation qui est en train de se passer. Oui. On l'a vu initialement au début de notre émission. Le maire d'Istanbul a été accusé et du coup même inculpé pour blanchiment d'argent, fraude, détournement de marché public ou encore sympathie avec l'organisation du PKK. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui tout ça est une mise en scène orchestrée par Erdogan pour évincer le très célèbre du coup maire d'Istanbul? Alors, absolument pas. Je peux paraître plutôt en disant ça partisan totalement et sans objectivité, mais à un moment donné, voilà, de la même façon que moi, à une période, j'ai dû faire face à la justice et accepter certaines décisions de justice par rapport à des fautes, entre guillemets, que j'ai pu commettre. De la même façon, ces personnes-là aussi, elles doivent accepter la décision de justice, mais il y a du détournement de fonds publics, il y a de la corruption, il y a du soutien à des organisations terroristes. Si on ne va pas inculper, poursuivre en justice et incarcérer cette personne-là, qui est-ce qui va être incarcéré? Mais du coup, pourquoi ces milliers de personnes dans la rue? Est-ce que justement, j'ai sorti un article là qui est en ligne tout récemment, je l'ai intitulé Turquie, une nation, deux peuples. Parce que justement, en ayant vécu en Turquie, je me suis rendu compte de cette fracture vraiment qu'il y a au niveau du peuple, c'est ce fossé entre deux idéologies. On en reviendra plus tard, une idéologie héritage du kémalisme de Mustafa Kemal, mené par le parti du CHP. Et notre idéologie aussi, celle plus conservatrice, du coup, un peu héritage de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que la Turquie était une bombe à retardement, où le peuple, quelque part, semble irréconciliable par rapport justement à une idéologie, pour moi, qui est essentiellement axée sur celle de la religion. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les laïcs d'un côté face aux musulmans conservateurs de l'autre. On le voit actuellement, et arrêtez-moi si je me trompe, avec les manifestations. Je vois beaucoup de vidéos et qui peuvent paraître très choquantes, de manifestants en train de se moquer de la religion musulmane, en train de caricaturer la prière, en train de caricaturer aussi les imams et les muezzins qui font l'appel à la prière. On a vu aussi, pas loin de Şişli, à Istanbul, quartier très connu, des gens pisser, excusez-moi du terme, sur les murets des mosquées. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas justement aujourd'hui en réalité que l'arrestation de İmamoğlu n'est que, j'ai envie de dire, un bahane, quelque part un prétexte, pour utiliser le mot turc, de cette révolte populaire qui au final gronde depuis un certain moment? À ce que vous disiez par rapport au fait qu'il y ait deux Turquies, je suis plutôt d'accord. Au niveau de la population, dans le sens où il y a les personnes qui vont prendre, entre guillemets, pour lumière, pour guide, la vision et l'idéologie d'Atatürk, et d'autres qui vont vouloir faire, et qui vont avoir pour ambition de faire renaître l'Empire ottoman de ses cendres. Et c'est ce qu'aujourd'hui Erdogan mène comme politique, j'ai l'impression, et c'est le sentiment que j'ai. De toute façon, d'ailleurs, même eux, ils s'en cachent pas, hein, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas de mal à le dire. La Turquie, et Erdogan plus particulièrement, a pour ambition de reglorifier plutôt la Turquie comme elle a pu l'être à un moment donné. Mais est-ce que c'est conciliable, ces deux Turquies-là? Justement, c'est ce que je disais dans mon introduction. Oui, mais bien sûr que oui, totalement. Et puis, pendant des centenaires, des centaines d'années, pendant l'Empire ottoman, hein, notamment, il y a différentes communautés qui ont réussi à vivre sous le même toit et de façon totalement paisible. Que ce soit, encore une fois, les Arméniens, les Kurdes, les Grecs aussi, enfin, même une partie du Maghreb. Ces gens-là, ils savent même pas ce qu'ils défendent en soi. Alors, à quel moment est-ce que le fait de défendre et de sortir dans les rues, manifester contre Erdogan et pour İmamoğlu, qui est aujourd'hui encore une fois inculpé pour corruption, détournement de fonds publics, soutien à une organisation terroriste, à quel moment ça peut être une idéologie? Mais justement, c'est pour ça que je parle de prétexte quelque part. C'est un prétexte, bien sûr. On a vu, vous pensez que c'est un prétexte? C'est un prétexte. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que ces gens-là sont dans la rue aujourd'hui. Et puis, alors, à savoir une chose, c'est que leur nombre est bien moins important que ce qu'on essaie de nous faire croire et ce qu'il essaye d'être reflété aujourd'hui. D'ailleurs, là, dernièrement, ce week-end, samedi, il y a eu entre guillemets, la plus grosse manifestation à Istanbul, qui est organisée par le CHP notamment et par leur président Özgür Özel. Et lui, il annonçait un regroupement de 2,2 millions de personnes. On s'est rendu compte, les photos le prouvent, les chiffres le prouvent. Même Grok, la nouvelle intelligence artificielle de Twitter, est d'accord, si j'ose dire. Par rapport à ça, il y avait
au plus 100 000 personnes. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une certaine propagande qui est mise en route par rapport à ça, en train de vivre les manifestations de Gezi numéro 2. Numéro 2, c'est tout simplement une tentative de déstabilisation et d'ingérence. Mais vous pensez que c'est une ingérence étrangère? Je suis totalement Vous persuadé pensez à de ça. quel pays, à quel... Je pense à Israël, notamment en partie, mais peut-être pas que. Et alors pourquoi Israël? Quel serait l'intérêt d'Israël de pouvoir faire ça? Tout simplement, et de toute façon, on le voit là aujourd'hui, ces derniers temps, la Turquie prend de l'ampleur au niveau de la Syrie notamment, politiquement parlant. D'autres, certains vont dire que c'est une politique d'expansion. D'autres vont dire que la Turquie défend, entre guillemets, la souveraineté de la Syrie pour les intérêts des Syriens. Je serais plutôt de cet avis-là, personnellement. Mais aujourd'hui, cette action de la Turquie et cette réactivité de la Turquie fait peur à Israël. Ils le disent par eux-mêmes. Netanyahou, pas plus tard que la semaine dernière, et ça va encore arriver cette semaine, ils l'ont annoncé, a réuni le cabinet de sécurité israélien pour justement évoquer le sujet d'un conflit direct, d'un éventuel conflit direct avec la Turquie par rapport à la politique qu'elle est en train de mener en Syrie. Donc, Notamment une base militaire pas loin de Palmyre, si je me trompe. totalement. L'une des plus grandes, du coup, Tout à fait. jamais créée. Tout à fait. Mais justement, c'était pour dissuader Israël de quelconque intervention sur le territoire syrien. Mais du coup, justement, sur le territoire d'Israël, ça m'amène une chose très importante, celle de Gaza, Ouais. avec justement des bombardements qui ont eu lieu hier, un jour de fête, des centaines de personnes et d'enfants ont été massacrés et décimés. Un génocide qui est en train de s'organiser sous nos yeux, au plus grand désarroi et l'impuissance de beaucoup de personnes, nous y compris. Vous êtes optimiste par rapport aux voix qui courent, qui disent que la Turquie peut faire quelque chose, mais qu'au final, elle est de mèche, on entend de toutes sortes. C'est quoi votre position aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez réellement est-ce que la Turquie peut mettre fin à ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je pense que la géopolitique et la politique internationale n'est que répétition. Et je pense que l'histoire se répète toujours. Et quand on regarde l'histoire par rapport à la Palestine, la libération de la Palestine est toujours passée par la libération de Damas. On le voit avec Hazret Omer, qui était un des sahabas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a d'abord libéré Damas, puis ensuite libéré la Palestine. On le voit avec Salatin Ayyubi, et d'ailleurs qui était kurde. J'ai envie de le préciser, qui était kurde, qui a d'abord libéré Damas, puis ensuite libéré la Palestine. On l'a vu avec Yavuz Sultan Selim, qui était un sultan ottoman, qui a d'abord libéré Damas, puis qui a libéré la Palestine. Et aujourd'hui, la Turquie actuelle, avec Erdogan, a libéré Damas, et Israël craint qu'elle libère la Palestine. Et moi, je pense que par souci de protection personnelle, l'État d'Israël mène une politique qui va dans le courant inverse, et qui est de prendre des précautions vis-à-vis de la Turquie, parce que je pense qu'elle voit la Turquie comme un réel danger, voire même peut-être le plus gros danger pour elle au niveau de son existence peut-être. Mais est-ce que la Turquie, vous pensez, peut... Moi, je pense que la Turquie, à terme, elle a pour ambition, et encore une fois, on a Devlet Bahçeli, par exemple, qui est le président du MHP, du parti, justement, qu'on peut considérer comme étant de droite nationaliste turque, qui est en alliance avec Erdogan, qui a annoncé à plusieurs reprises, que la Palestine serait libérée et que la Turquie ferait le nécessaire pour... Vous pensez quoi du traitement médiatique de ce qui se passe actuellement en Turquie, ici en France? Par rapport aux événements d'Istanbul. Ouais, vos événements. Justement, en venant là sur le trajet, j'ai vu que Marine Le Pen s'était fait condamner, avait été condamnée là aujourd'hui. Elle est rentrée dans le club. Elle est rentrée dans le club, donc voilà, si j'avais Marine, je résiste faux, hein, n'hésite pas, mais... Blague à part, moi à l'époque, j'ai fait beaucoup de réunions avec les Républicains, avec des partis de gauche notamment, et franchement, pour être honnête, en France, si je devais soutenir un parti politique, alors ce serait sûrement pas le RN, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je serais plutôt partant pour soutenir un parti qui a des visions plutôt patriotes, dans le sens où elle va défendre les intérêts de la France, des Français, mais de façon juste, équitable, sans faire de différence entre les convictions religieuses, etc. de chacun. Et vous pensez à quelqu'un en particulier, à un groupe? Mais j'aime Asselineau notamment. J'aime aussi certaines visions, certains arguments politiques que peut avoir Florian Philippot. Encore une fois, il faut savoir faire la nuance des choses. Les patriotes, voilà, moi je trouve personnellement que c'est des gens qui sont là pour l'intérêt des Français. J'apprécie Florian Philippot notamment, et puis en plus j'apprécie aussi le fait qu'il participe beaucoup aux émissions d'Idrissa Berkane, etc., que j'écoute beaucoup. D'ailleurs, quand on a invité à Idrissa Berkane, il était là sur Marseille il y a peu, mais Ouais.
puis programmer pour une prochaine fois, Inch'Allah, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à la Turquie et à Marine Le Pen, elle a été condamnée aujourd'hui à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 5 ans d'inéligibilité. Et pourquoi? Pour détournement de fonds publics. Donc en fait, c'est 2 affaires totalement similaires. On a eu les Balkany avant, on a eu Cahuzac, Sarkozy, ancien président de la République, a été condamné à 7 ans de prison. Donc pourquoi les Français ne manifestent pas? Pourquoi les Français n'attaquent pas la police? Pourquoi les Français ne brûlent pas les poubelles, ne crament pas les rues, ne partent pas, excusez-moi du terme, mais pisser sur les murs pour comparer ce que vous disiez tout à l'heure, pisser sur l'église, j'en sais rien, moi, des églises, etc. Parce que ils font confiance à la justice, je pense, et puis ils se soumettent, entre guillemets, à la justice. Et moi, je pense qu'en Turquie, il devrait se passer la même chose. Il ne faut pas récupérer cette condamnation pour en faire de la politique. Et moi, je pense que ceux qui récupèrent cette condamnation pour en faire de la politique, donc notamment Muharrem İnce, qui était anciennement dans le CHP, qui a créé son parti, ensuite qui s'est séparé, Özgür Özel, enfin toute cette clique-là, en fait, il ne faut pas qu'ils récupèrent ça pour se protéger, parce qu'ils savent que le tour Mais justement, viendra. c'est vrai ce que vous dites, mais aujourd'hui, on a l'impression dans la rue, à Istanbul ou à Ankara, parce qu'ils sont également sortis dans la capitale, que tout le monde est réuni contre Erdogan. Quand je dis tout le monde, c'est la communauté kurde adepte du coup PKK, le groupe des travailleurs du Kurdistan. On a le mouvement LGBT, on a du coup les laïcs qui sortent, du coup kémalistes, même des sympathisants du mouvement Gulen, entre autres. Vous pensez pas qu'aujourd'hui ça fait trop d'opposition à Erdogan? C'est trop mélangé. C'est trop mélangé. Dans le sens où, en fait, aujourd'hui, on a d'une part, on va appeler ça les pro-Erdogan, ou plutôt ceux qui soutiennent ou font confiance à la justice plutôt, parce que parmi ceux qui ne manifestent pas et qui restent tranquillement chez eux, il y a ceux qui acceptent la condamnation et qui sont totalement conscients, et parmi eux, beaucoup de personnes qui ont voté pour Imamoglu, beaucoup de personnes qui ont soutenu Imamoglu, mais qui aujourd'hui se retirent, restent chez eux, parce qu'ils sont conscients qu'ils se sont fait avoir, dans le sens où il y a leur argent, ça reste leur argent au final. 17 milliards de dollars, qu'est-ce que ça veut dire 17 milliards de dollars de fonds détournés de corruption? C'est énorme. D'ailleurs, il y a eu des antécédents à l'époque, c'était à la mairie de Beylikdüzü, pas loin d'Istanbul. Il y a eu des détournements, ça l'a pas empêché de récupérer la mairie d'Istanbul. Oui, ça l'a Portugal, pas empêché. Donc en fait, il y a quelque part certains. En fait, la Turquie, c'est un pays paradoxal et contradictoire avec lui-même parfois. Mais il y a une chose qui changera pas, c'est l'unité de la nation. Et ça, de toute façon, on l'a vu le 15 juillet quand il y a eu la tentative de putsch initiée par l'organisation FETÖ notamment. Il y a des lignes rouges, entre guillemets, à pas franchir. Et puis après, il peut y avoir des débats internes au sein du pays, des désaccords, forcément. Mais de là à y manifester pour défendre les intérêts de quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État et l'argent des citoyens, moi, j'arrive à donner aucune logique à ça, et j'arrive absolument pas à comprendre la logique de ces gens-là, si ce n'est qu'en fait, ils se sont fait endoctriner, et puis on les utilise. Aujourd'hui, on les manipule, on les met en avant, mais le problème, c'est quoi? C'est que de la même façon que moi, peut-être j'ai pu le vivre à un moment donné dans ma vie, bah, ces gens-là, ces jeunes-là plutôt qui sont dans la rue, mais ils sont pas conscients aujourd'hui, mais ils vont l'être bientôt. Mais ça va leur causer énormément de problèmes dans la vie par après. Et c'est totalement normal. À partir du moment où toi, tu pars agresser la police pour défendre un tel, etc., bah forcément, derrière, tu es catégorisé. Ouais, il y a des Et conséquences. au final, le parti politique que toi, tu soutiens et pour qui tu es dehors, Ça le décède, il sera plus là. bien sûr. Il sera plus là. Quel est le pays le plus démocratique, la France ou la Turquie? Bonne question. Moi, je pense personnellement. Alors, c'est encore une fois les nuances. Mais et qu'est-ce que la démocratie surtout? Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la liberté d'expression? Qu'est-ce que la laïcité? Parce que la laïcité, c'est un point commun entre ces deux pays-là. Et c'est une vision totalement différente. Pareil pour la démocratie. La France n'a pas la même vision de la démocratie que la Turquie. Mais pourtant, les deux pays se disent être des démocraties. Je rebondis juste sur un discours de Bruno Retailleau là, tout récemment qui dit abat le voile et qui persécute par la même occasion peut-être même des millions de personnes qui portent le voile en France. Parce que peu importe les confessions, je sais que ce discours-là vise les musulmans, mais des femmes dans l'église portent le voile, des personnes qui ne veulent pas se montrer leurs cheveux pour X ou Y raison portent le voile. Honnêtement, c'est une persécution en fait qu'aujourd'hui ces personnes subissent. Est-ce qu'il y a la traduction en allemand de ce discours de Retailleau ou pas? Non, par curiosité, pour voir, faire un petit retour historique en arrière. Alors nous, on n'a pas un caractère, je parle en tant que musulman, on n'a pas un caractère de victimisation. On ne se victimise pas, on n'aime pas la victimisation.
On n'aime pas pleurer, tout simplement, et on n'aime pas se lamenter sur notre sort non plus. On va patienter, 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 patienter. Et le problème, c'est que ça crée énormément de fractures. Moi, j'ai ma mère qui est voilée, j'ai toute ma famille qui porte le voile quasiment. J'ai des cousines qui ne le portent pas non plus. Enfin, il y a de tout en fait. Mais ça me fait chier pour elle en fait. Réellement, ça me fait vraiment chier pour elle. Quel est selon vous le plus grand défi politique de la Turquie aujourd'hui? La Turquie, c'est un pays qui est, encore une fois, difficile à comprendre, notamment au niveau de sa politique internationale. Et d'ailleurs, il y avait une phrase de Napoléon, je crois, qui disait Si le monde si était le un monde pays, était un pays, l'Istanbul en serait la capitale. capitale. Et puis donnez-moi l'armée turque, j'irai conquérir le monde, etc. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, la Turquie, c'est pour Ça moi. vous rend fier ce genre de discours? Ah bah, on aime bien, hein, ça nous fait du bien à notre ego nationaliste, si je veux dire patriote plutôt. Mais en tout cas, oui, la Turquie, moi je pense que c'est au niveau des pays à majorité, au niveau de la population à majorité musulmane, moi je pense que c'est la Turquie qui arrive à faire, à entendre à mettre le point sur la table de façon la plus Est-ce qu'elle doit continuer intéressante à intégrer au niveau du l'Union monde. européenne? Alors la Turquie, elle cherche à intégrer l'Union européenne, elle est membre de l'OTAN, elle cherche à intégrer les BRICS de l'autre côté. En fait, on ne sait plus trop ce qu'elle fait. Et de toute façon, c'est quelque chose qui est, je pense, souhaité par la Turquie. C'est de jouer un petit peu sur tous les bords pour en fait mélanger l'esprit de ses adversaires, de ses concurrents, pour que eux non plus ne sachent pas comment agir face à la Turquie. La Turquie est, pour moi, géographiquement parlant, le centre du monde. Et tous les conflits actuels qui sont en cours, il se passe autour de la Turquie. Moi, je pense que même au niveau historique, on le sait aussi de l'Empire romain qui a chuté après l'apparition de l'Empire ottoman notamment. La capitale de l'Empire byzantin était Constantinople avant la prise. Donc on sait que géographiquement parlant, ça reste des terres quand même qui sont voulues par beaucoup de monde. Ouais, sûr. Et donc oui, ça de dire ça, c'est pas complotiste, c'est tout simplement, je pense, une réalité historique. Et ce qui s'est passé il y a quelques siècles en arrière, ça ne veut pas dire que ça va pas se passer aujourd'hui ou que certaines personnes n'ont pas pour ambition que ça se passe. Justement, il y a qui aujourd'hui pour succéder à Erdogan? Hakan Fidan, pourquoi pas? On parle aussi du neveu Bayraktar Selçuk. Non, je pense pas. Je pense pas. Après, moi, je serais pas trop pour non plus, dans le sens où il faudrait plutôt qu'il reste dans son domaine et qu'il fasse évoluer la Turquie dans ce domaine-là, plutôt qu'il vienne s'ingérer dans la vie politique et qu'il se grille, entre guillemets. Moi, je pense qu'il y a d'autres personnes avant lui qui sont aptes et adaptées à enrôler le... Hakan Fidan pour vous. Notamment Hakan Fidan pour moi, parce que ça reste la boîte noire, entre guillemets, de la Turquie. Et c'est un fin stratège. Et depuis d'ailleurs qu'il est à ce poste de ministre des Affaires étrangères, on voit une Turquie sur le plan international tout autre, totalement différente, plus puissante même, je dirais. Et si le parti kémaliste du CHP arrive au pouvoir en Turquie, c'est quoi vos ressentis? Moi, je pars du principe qui est proche du CHP, du MHP, tout autre, peu importe, mais qui est à la tête de la Turquie. Moi, jamais en tant que patriote, j'irai dénigrer cette personne-là en dehors de la communauté. L'expansion de la Turquie, elle est compatible avec... Ah ben non, mais pas du tout. C'est deux visions du monde totalement différentes. Moi, je pense que le CHP, ils en ont plus pour longtemps. Je pense qu'ils arrivent à la fin de leur vie. Je pense que bientôt, on n'en entendra plus parler. Puis d'ailleurs, depuis quelques mois, on entend parler aussi d'une certaine réforme constitutionnelle en Turquie. Donc, à mon avis, le paysage politique en Turquie va changer dans le sens des partisans, je dirais, pro-Erdogan ou pro-Ottoman, etc. Je pense que ce sera à leur avantage à eux. Mais après, voilà, personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit une mauvaise chose non plus. Le CHP, ça a toujours été... Et d'ailleurs, même les dernières élections nous le montrent. Ils ont fait des alliances avec le HDP, qui aujourd'hui s'appelle DEM. C'est parti du coup kurde. Ouais, voilà, c'est ce qu'ils prétendent être. C'est ce qu'ils prétendent être. Mais je connais énormément de Kurdes. Et quasiment la majorité des Kurdes que moi je connais personnellement. Après, encore une fois, attention, hein, mais je sais qu'ils ne les soutiennent pas. À Lyon, ils ne les soutiennent pas. Ici, peut-être que c'est le cas. Voilà, il faut savoir faire encore une fois la part des choses et ne pas généraliser. Mais ce que je veux dire, c'est que leur dernière alliance, elle était tellement confuse et il y avait tellement de tout et n'importe quoi qu'au final, personne ne peut se retrouver là-dedans. Ouais. Au final, ça finit comme le Liban, par exemple. On arrive au terme de notre émission, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. On voudrait que cette émission ne se termine pas, mais je voudrais finir avec un petit jeu. J'aimerais vous montrer quelques photos et j'aimerais que vous me dites le premier mot qui vous passe à l'esprit lorsque je vous les montre. On va commencer.
le petit chouchou à Marine et celui qui veut s'improviser comme étant le nouvel Emmanuel Macron, là avec sa visite récente en Israël. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a accepté de faire partie, ils ont accepté, le RN en général, ont accepté de faire partie du système et ont totalement... Qui se faire adouber là-bas, quelque faire mais, accepter. mais totalement, mais totalement, totalement. Il a dit d'ailleurs, nous avons un ennemi commun. Il a eu cette phrase en conférence. Ils ont baissé le pantalon en soi. Et aujourd'hui, ils ont trahi, et depuis quelques années déjà, ils ont trahi l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Alors, encore une fois, je ne suis pas un partisan du tout, mais alors pas du tout de Jean-Marie Le Pen, mais si on doit voir les choses de leur point de vue à eux et en pâtir avec eux, ils ont trahi l'héritage de Jean-Marie Le Pen, qui est le fondateur de leur parti. Aujourd'hui, ils sont totalement soumis au système. Et pour moi, le Rassemblement national, et notamment Jordan Bardella, bah, ça a dénaturé leur parti. Et puis, s'ils sont demain à la tête du pouvoir en France, je pense pas qu'il y aurait une politique... Continuité quelque part. Ce sera toujours une continuité. Deuxième photo. Historiquement, des frères, il y a encore énormément d'Arméniens qui vivent en Turquie. Sur Lyon notamment, ce sont des personnes avec qui nous, on vit au quotidien, avec qui les Turcs font du business. Eux font du business avec les Turcs. Il y a un vivre ensemble qui est respecté. Et après, forcément, quand il y a des conflits qui concernent nos pays d'origine, là, il y a des désaccords. Mais je pense que voilà, avec le recul maintenant aujourd'hui et de façon plus posée, hein, on prend de l'âge, je pense qu'il faut réussir à calmer les choses. Troisième photo. La chute de l'Empire ottoman, la fin de la religion en Turquie. C'est un personnage que vous aimez particulièrement? Je le mets dans le dernier de la liste. Le dernier de la liste. Et qu'est-ce que vous pensez des gens justement qui l'adoubent tous les jours? Qui ne rêvent que de... Le kamaïlisme aujourd'hui en Turquie, c'est une religion. C'est une religion. Une personne, je pense, qui se dit musulman, ne peut pas être... C'est pas compatible. C'est pas compatible. Moi, je me rappelle, j'ai une anecdote. Lorsque j'étais en Turquie, je faisais de la boxe là-bas à Ankara. Et j'avais 80% de la salle qui avait le tatouage d'Atatürk, la signature. Et le fond d'écran de Mustafa Kemal. Et du coup, je leur parlais. Et en fait, on avait l'impression qu'ils attendaient son retour. C'est-à-dire que lorsque je leur parlais politique, pour justement un peu voir les ressentis, parce que j'aime bien aller au contact de la population, ils me disaient tous, on est contre Erdogan, mais on veut le retour d'Atatürk. Mais moi, je leur disais, Atatürk est mort. Et en fait, j'avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à se faire à l'idée qu'Atatürk n'était plus là. Donc peut-être qu'ils attendent le retour comme le Messie quelque part. C'est ça, totalement ça. Et puis on voit même certains on peut voir chaque année de la commémoration de son décès, on peut voir certains rites qui sont pratiqués et qui laissent rien à envier à certaines religions. Troisième photo. Un peuple apatride. Et moi, je pense que les Kurdes et les Turcs sont mêmes. Je pense que les Kurdes devraient arrêter plutôt d'être manipulés. Encore une fois, quand je dis les Kurdes, je généralise pas, mais qui devraient arrêter d'être manipulés par certaines puissances étrangères pour s'opposer et attaquer la Turquie. Parce qu'au final, on a une histoire commune sur les mêmes territoires et il n'y a rien, absolument rien qui nous empêche de vivre ensemble avec les Kurdes. Troisième photo. Ouais, c'est un agent du Mossad. À ce point? Ah oui. Et je pense qu'il va être libéré, non? Dans pas longtemps. Enfin, il y a des bruits qui courent, comme quoi il sera... Je sais pas, on va voir. Là, c'est vrai qu'il y a des discussions qui sont en cours par rapport au fait de vouloir calmer un processus qui veut calmer justement et dissoudre l'organisation du PKK, le PYD, etc., qu'on peut retrouver plus particulièrement en Syrie. Il faut voir c'est encore trop tôt, il faut voir ce qui va en être. Personnellement, je suis totalement contre le fait qu'il soit libéré. Ouais, un grand regret d'avoir vu des traîtres durant l'Empire ottoman qui ont fait en sorte de détruire cet homme-là, qui voulait tant faire pour le peuple et pour protéger l'Empire ottoman, le dernier bastion. Vous pensez que beaucoup parlent de Erdogan comme si c'était le nouveau Abdelhamid? Non, parce qu'Abdulhamid, ça a été, j'ai envie de dire, le dernier. Puis c'est le dernier sultan qui représente, entre guillemets, la chute aussi de l'Empire. Moi, je verrais Erdogan plutôt comme Yavuz Sultan Selim. Un voleur, un pilleur et rien d'autre à dire. Et pareil, alors son père, lui, ils ont une entreprise familiale, ils sont promoteurs immobiliers.
Moi, aujourd'hui, là, avec les dernières informations que j'ai pu avoir et que j'ai pu lire, notamment, moi, je pense que c'est son père, pour le bien de l'entreprise familiale, qui a fait en sorte que son fils évolue politiquement. Et puis après, peut-être qu'ils n'avaient pas forcément imaginé le fait qu'il finisse à la tête d'Istanbul un jour ou l'autre, mais il a été approché par certaines personnes. Et moi, je pense que ce mec-là, il a des liens directs aussi avec l'organisation FETÖ. Après, pour des raisons politiques, la Turquie n'a peut-être pas pu intervenir tout de suite et ne pensait pas non plus qu'il allait évoluer autant. Mais à un moment donné, voilà, faut que ça s'arrête. Le président de ces Je pense que alors, il prend beaucoup de conseils de la Turquie. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été, entre guillemets, désigné, mis en place par la Turquie en Syrie pour diriger peut-être provisoirement la Syrie, ou peut-être diriger la Syrie qui deviendrait un jour ou l'autre en partie une région turque. Et moi, je vois en lui l'avenir de la Turquie et l'homme qui a sauvé la Turquie à de nombreuses reprises, en sauvant aussi Erdogan à de nombreuses reprises, de tentatives d'assassinat, etc. Moi, je pense que c'est l'une des plus grandes chances que la Turquie a pu avoir au XXIe siècle, à ce point. Et enfin, la dernière, Quoi qu'il nous en coûtera. quoi qu'il en coûte. Mais justement, il y a eu des exactions verbales entre lui et Erdogan. On parlait, il disait que c'était un malade mental. Ou C'est à ce moment-là que j'ai été condamné d'ailleurs. Ah ouais, donc ça a chauffé à un certain moment. Aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est apaisé entre Macron et Erdogan. Ça s'est apaisé parce qu'aujourd'hui, il est conscient qu'il n'a plus d'autre choix que de se rapprocher de la Turquie. Ouais. Mais le problème qu'il y a au niveau des médias occidentaux et des médias français, c'est que d'un côté, ils vont avoir tendance à vouloir se rapprocher de la Turquie parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait, par intérêt purement personnel et pour leur nation, leur continent. Mais de l'autre côté, à chaque occasion, ils vont venir taper sur la Turquie, médiatiquement parlant, et faire en sorte de dénigrer Erdogan et la Turquie. Donc, quelque part, il faut savoir ce que vous voulez, quoi. On va finir par un. J'aimerais vous poser des questions et vous me dites. Allez. C'est un petit jeu aussi. Hein. Quelle est la communauté que vous préférez le plus après les Turcs? En France, En ici France, ouais. Franchement, il y en a beaucoup. Personne. J'ai pas vraiment de classement. Les Maghrébins, j'ai beaucoup d'amis d'enfance et encore aujourd'hui des amis maghrébins avec qui on traîne, donc je les mettrais eux. Dans les Maghrébins? Je mettrais les Maghrébins. Alors, on va pas dire de pays parce que sinon on aura des jaloux. Ouais, on va parler par région peut-être. Mais après, voilà, Marocain, Algérien, Tunisien, pour moi, c'est la même chose. Moi, pour les Maghrébins, je suis personne pour dire ça, mais je crois en le Maghreb United. Et je pense que ça devrait former qu'un. D'accord. Par rapport au Maghreb. Et puis après j'aime beaucoup la mentalité aussi des Albanais, notamment, des Tchétchènes aussi, par rapport à tout ce qui est côté familial, etc. Les repères, on se ressemble, ouais. Les pays du Caucase, généralement. Tout à fait. Votre équipe de foot préférée? Ah, Beşiktaş. Ah ouais. Beşiktaş. Votre métier de rêve? Président de la République. De France ou de Turquie? De France. Faut commencer à récolter les parrainages du coup. Hein. Ouais, ça va être compliqué là. Votre plat préféré? Mon plat préféré, le gratin dauphinois, accompagné d'une bonne côtelette d'agneau. C'est pas très turc, mais on a grandi en France et on a récupéré de la culture française un minimum. Votre loisir préféré? Mon loisir préféré, c'est pas vraiment un loisir, mais bon, je vais pas dire la politique ou faire de la politique, suivre la politique. Loisir préféré, j'aime beaucoup faire des barbecues. Ah ouais? Ah ouais. Je suis un gros carnivore. Ouais. Votre chanteur préféré? Mon chanteur préféré, Neşet Ertaş. Enfin, votre destination de voyage préférée? Malgré tout, les États-Unis, c'est un pays qui me fait kiffer quand même. Les États-Unis? Ouais. Et votre animal préféré? Le Kangal. Le Kangal. Kangal. Allez, ça va. Et du coup, entre les Maghrébins et Beşiktaş, vous préférez qui? Ah, Beşiktaş. Entre être président et le gratin dauphinois? Être président. Entre les barbecues et Neşet Ertaş? Neşet Ertaş. Ah. Avec un barbecue. Les États-Unis, du coup, ou le Kangal? Le Kangal. Et du coup, c'est Beşiktaş ou être président? Beşiktaş. Ah ouais, à ce point? Et pour éviter de faire le Neşet Ertaş ou le Kangal? Le Kangal. Attention, vous avez choisi un chien par rapport à un chanteur. Parce que le Kangal, c'est celui qui va protéger le troupeau. Et c'est un symbole, c'est un animal qui est très fort, c'est un chien unique, c'est une race unique. Le Kangal ou Beşiktaş? Beşiktaş.
Bah, du coup, la chose que vous préférez le plus, c'est Beşiktaş. C'est Beşiktaş. Ben, je le découvre aussi. Faut être président du coup du club. Hein. Ah ben, pourquoi Il faut pas? être président de la Pourquoi France. pas? En plus, ils en auraient bien besoin. Là, en ce moment, ça va pas trop bien au niveau du club. Donc, Ahmed Jettin, merci beaucoup. merci à vous de m'avoir invité. L'interview, c'était très 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 intéressant. Je remercie l'endroit qui nous accueille aujourd'hui très bien. dans nos studios, chez Alain sur Marseille. Je vous rappelle aussi mon dernier livre qui est sorti, Quel avenir pour notre passé, qui traite des relations franco-algériennes, notamment en cette période, on va dire un peu de conflit entre les deux pays. Un œil axé sur la jeunesse et comment est-ce que aujourd'hui la jeunesse devrait justement s'impliquer par rapport à ce qui se passe notamment en France et en Algérie. C'est quand que vous nous écrivez un petit livre pour parler un peu et laisser un témoignage à vos... Honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour dans ma vie. Mais après, il faut vivre encore des choses pour pouvoir avoir des choses à écrire. Et je pense être qu'au début de mon histoire. Merci beaucoup. À très vite, j'espère. J'espère aussi, merci. Très, très bel endroit, très bel accueil aussi. Merci beaucoup. Et encore une fois, je vous remercie infiniment. Et puis j'espère, je vous souhaite que de la réussite aussi dans votre parcours à vous, par rapport aux médias que vous représentez. Et il faut avoir des médias citoyens. Je sais, pour en avoir parlé un petit peu en début d'interview avant, je sais que le fait de vouloir devenir un média citoyen important, ça fait partie de vos ambitions. Et il faut qu'il y ait de la diversité au niveau médiatique. Et c'est ce qui manque en France. Manque de diversité, manque d'objectivité, manque de rationalité, manque de plein de choses. En fait, il n'y a que des manques. Il n'y a que des manques et il n'y a que de la propagande. Et pour pouvoir contrer ça et lutter contre ça, il faut se lancer dans les médias citoyens. Moi, j'invite d'ailleurs tout le monde, tous ceux qui ont un téléphone aujourd'hui peuvent le faire. Donc aujourd'hui, à partir du moment où vous vous en sentez capable et que vous en avez envie, peu importe le sujet, hein, pas que de la politique, ça peut être le foot, la preuve, on parlait de Beşiktaş, etc. Ça peut être vraiment tout type de sujet. Lancez-vous dans les médias citoyens, essayez de représenter une certaine cause qui vous est propre et qui vous semble être importante plutôt. Et puis d'ailleurs, avec la nouvelle élection de Trump et l'arrivée d'Elon Musk, c'est une porte ouverte justement aux nouveaux médias et c'est important. C'est vraiment important pour être représenté d'une part et pour avoir la bonne information parce que la désinformation, je pense que c'est ce qui cause le plus de mal aux Français. Merci à toutes et à tous. Merci Ahmed Jettin pour d'être venu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Et jusque-là, portez-vous bien et suivez l'actualité.